Vérité et puis repentance, là, les deux là, sont résumés dans la confession. Voilà le sens du mot pardon. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça, hein? Non seulement tu as commencé à nous narguer, depuis la haie, je dis bien depuis la haie, à ton hôtel, tu as commencé à nous narguer. Nous narguer comment? Tu recevais les gens à ton hôtel, tu te jouais le grand babacher, le grand leader, tu animais des interviews, tu animais des conférences, France 24 était à tes cheveux, TV5 était à tes côtés, RFI était à tes côtés, RTI était à tes côtés, NCI était à tes côtés, Paris Match était à tes côtés, Le Monde était à tes côtés, tous les médias occidentaux là étaient à tes côtés, Afrique Média était à tes côtés, tous les médias étaient à tes côtés. Ça démontre que tu étais en train de nous narguer. Deuxièmement, tu as fait beaucoup de bruit concernant ton passeport. Tu as menti sur le président Laurent Gbagbo en demandant à tes cyberactivistes de l'accuser. En l'accusant, tu allais encore le salir et le traîner dans la boue. Et tes cyberactivistes l'ont sali, jusqu'à, pas fini, un matin, tu viens nous dire qu'on t'a donné ton passeport. Un passeport là, il y a longtemps, on t'a donné, hein, mais tu étais dans un autre film. Tu ne vas pas changer. Tu vas pas changer. C'est ceux qui ne te connaissent pas là, qui pensent que toi, tu peux changer. Et puis quand on t'a donné passeport là, pour nous narguer même là, tu allais t'arrêter où il y a photo de Draman Ouattara. Tu as mis passeport là, devant toi. Et puis tu nous nargues. Grave encore. Tu dis que Gbagbo Laurent est ton père. Et quand Ouattara dit que, quand Gbagbo Laurent dit que Ouattara est son frère, ça veut dire que Ouattara est mon oncle. Tu nous nargues. Il faut partager, il faut faire des cœurs. Camarades, je suis Steve Biko, l'ouragan, Steve Biko de la Mauritanie. Vous êtes salués au nom de la résistance. Hier, il y a Charles Bleu Goudé. Tchemin, Foumi Magnan chocolatier. Tu ne manges pas, je ne mange pas. On dit hier, il était à un débat sur NCI 360. Alors, il était hier à un débat et nous avons pris le temps de regarder, voilà, et d'observer l'individu dans ses prises de parole. Alors, je ne suis pas surpris, hein, et puis je ne suis pas étonné de sa démarche, parce que je connais très bien l'individu, je sais comment il marche. Vous voyez dans ce qu'il a dit, il vient de soutenir la justice ivoirienne concernant le retrait du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est-à-dire lui-même, il fait partie de ceux qu'on a retirés, dont les noms ont été retirés, mais en même temps, il se sacrifie pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit retiré sur la liste électorale. Bon, si vous n'avez pas vu, ce n'est pas de votre faute. Mais à force d'être en politique, d'étudier, d'observer, de faire des lectures, je commence à être imprégné de tout ce qui est propos politique. Quand il dit que j'ai été condamné à 20 ans de prison et j'ai été radié de la liste, c'est la décision de la justice. Je ne vais pas aller contre ça. Je respecte la décision de la justice. Mais en même temps, il ouvre une autre porte pour dire, face à la décision juridique qui est la décision de la justice, est-ce qu'on ne peut pas trouver un règlement politique
à cette situation, à ce cas, concernant le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, il est d'accord avec ce qu'a dit la justice. Mais en même temps, il va entraîner le président Laurent Gbagbo sur le terrain de l'abaissement et de l'humiliation face à Ouattara, ce que lui, il a fait. Et lui, il a préféré s'humilier, s'abaisser. Et Simone a fait de même, Afi a fait de même. Il faut entraîner Laurent Gbagbo sur ce terrain. Comme ça, les partisans de Gbagbo Laurent seront dessus de lui. Et puis lui, Blé Goudé, il monte en puissance toujours. Parce qu'il fait comprendre aux gens que lui, il est là pour prôner, parler de la paix. Voilà pourquoi il n'a pas cette intention de compétir, d'aller à une quelconque élection, que ce soit municipale, régionale et même présidentielle. Lui, la mission qu'il s'est donnée, c'est d'aller vers les Ivoiriens pour leur parler de la paix, afin que les cœurs soient apaisés. C'est sa mission qu'il s'est donnée. Voilà. Moi, je ne savais pas que un président de parti politique pouvait se transformer en un homme qui a la casquette de prédicateur ou de pasteur ou de prêtre. Oui, moi je ne savais pas. C'est hier que j'ai su ça. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ces propos qui sont toujours liés à la paix? Et quand on l'envoie sur un terrain, il est toujours figé sur la paix. Pour ne pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, il faut qu'on aille à la paix. Toujours figé sur la paix. Comme si, en Côte d'Ivoire, aucune personne n'a parlé de paix en Côte d'Ivoire. Et lui, il fait comprendre aux gens que c'est ce que les partis politiques et les hommes politiques n'ont jamais fait, que lui, il est en train de faire. Vous voyez? D'abord, c'est un mensonge. Les hommes politiques ivoiriens n'ont jamais fait ça. C'est pour ça que lui, il fait ça. Parce qu'aucun parti politique n'accepte de s'asseoir et observer concernant une quelconque élection. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire n'est prêt à se sacrifier pour ne pas compétir, pour ne pas aller aux élections. Lui, Blé Goudé, en tant que président du COJEP, il est prêt à se sacrifier pour ne pas aller à une quelconque élection, mais aller vers les populations et leur parler de paix. On parle de paix aux gens en fonction de sa démarche et en fonction de ce qu'on incarne. On parle de paix aux gens lorsqu'on a fait une expérience avec tout ce qui est droit de l'homme. Quand je parle de droit de l'homme, je peux glisser sur la foi chrétienne comme sur la foi musulmane. On parle de paix lorsqu'on est humain. Mais en toi, Blé Goudé, il n'y a pas d'humanisme. Il n'y a pas d'humanisme en toi. Tu as dit que Charles Konan-Banny, feu Charles Konan-Banny, lorsqu'il était à la tête du CDVR, il avait l'intention de se servir de cette structure pour se positionner. C'est-à-dire pour faire de la politique et devenir président. Blé Goudé, tu l'as dit hier. Si certaines personnes n'ont pas suivi cette partie, moi j'ai bien suivi. Ça m'est sauté aux yeux et j'ai noté. Tu dis, on sait, celui qui a dirigé la CDVR, Charles Konan-Banny, on sait qu'est-ce qui était derrière la tête. On sait de quoi il était animé. Il voulait se servir de ça et non parler de paix et réconcilier les Ivoiriens.
Donc, en conclusion, la CDVR a échoué. Ça veut dire que Bani a échoué. Tu vois, le monsieur, il n'est plus là. Il ne vit plus. Et tu viens mentir sur lui comme ça. Pourtant, quand tu as fui pour aller au Ghana, et que tu étais au Ghana, la première personne que tu as eu à appeler, c'était Charles Konabani. Parce qu'il était le président de la CDVR. Et que tu lui as fait une proposition de soutenir la CDVR dans l'intention de parler de paix et de réconciliation. Et aujourd'hui, à son absence, après son décès, tu viens salir sa mémoire devant une chaîne de télévision. Ça s'appelle de l'ingratitude. Ça s'appelle de la pure méchanceté. C'est Charles Konabani qui a rasé les murs pour aller manger chez lui. Quand il était premier ministre de Laurent Gbagbo. Tu vois comment toi tu es. C'est ceux qui ne te connaissent pas, hein, qui pensent que ils sont obligés de te suivre et d'écouter tes bêtises. Là. Ça, c'est Charles Konabani. Hein. C'est l'effet de ton ingratitude. Hein. C'est ce que je suis en train de faire ressortir. Maintenant, tu as parlé de la commission électorale indépendante. Moi, je n'ai pas papier. Moi, Biko, là, je parle ici là, sans papier. J'ai été cultivé, enrichi à la politique. Et j'ai appris tout oralement. Souvent, quand ça me surmène, je suis obligé d'écrire. Donc, je n'ai pas de papier. Ce que tu as dit, c'est ce que je suis en train de relater. Tu as parlé de la commission électorale indépendante. Et tu as dit que cette commission électorale indépendante ne peut pas nous apporter la paix. Parce que c'est une commission partisane, alimentée et nourrie par des positions politiques. Ça, c'est pas faux. Mais quand on veut aller à la paix, on fait confiance. Et on suppose que ceux qui sont dans l'instance de la CEI vont penser aux Ivoiriens et vont penser à l'humanisme et aux êtres humains, mais aussi vont penser aux innocentes personnes. Donc, c'est l'être humain qui est au-dessus de la position politique. Donc, tu es en train de faire comprendre que ceux qui sont à la CEI, y compris celui qui est à la tête de la CEI, est inhumain. Il n'est pas censé penser aux êtres humains, aux Ivoiriens lambda, aux petits Ivoiriens et même aux innocentes personnes. Et que cette CEI est truffée de positions partisanes. Elle ne pourra pas nous amener la paix. Si tu le disais, lorsque Gbagbo Laurent était au pouvoir, Gbagbo Laurent, c'est un homme de paix, c'est un homme qui écoute. Il allait t'écouter. Et il allait apprécier ce que tu dis, ce que tu es en train de dire. Il allait apprécier ça. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils ne comprennent pas ce que tu dis et ce que tu apportes comme jugement. Ils ne comprendront pas. Parce qu'ils ont une position figée. Leur objectif, c'est de faire éliminer le président Laurent Gbagbo. C'est de l'écarter de la course présidentielle. Nous, on demande seulement que le nom du président Laurent Gbagbo soit remis sur la liste électorale. Nous, on n'a pas dit on n'a qu'à changer la CEI. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, le président, son excellence, il a permis au RADP et aux rebelles de remplir la CEI, mais nous avons battu à la Centrama Ouattara. Donc, sur cette question-là, nous, on ne doute pas de quelque chose. Nous, on n'a peur de personne. Nous, on dit, Laurent Gbagbo, là, son nom était sur la liste électorale. En 2010, en 1990, en 2000, en 2010. Et puis, bizarrement, depuis sa détention,
On l'a radié, on a retiré son nom de la liste électorale. C'est une injustice. Il faut remettre son nom sur la liste électorale. Changer la tête de la CEI, renouveler la CEI, nous, ce n'est pas notre problème ça. Si Ouattara veut lui-même, là, il n'a qu'à prendre la CEI, là, il n'a qu'à aller déposer ça au QG du RDR ou bien du RADP. Mais nous, on va le battre. Aller-retour. Si on va au premier tour, nous, on le battre. Si on va au deuxième tour, nous, on le battre. C'est de ça que nous, on parle. Non, nous, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Il faut changer la CEI, il faut changer la tête de la CEI. Donc, tu es en train de cibler Cuillère. Nous, on ne va pas te suivre dedans. Nous, on te connaît, tu es très rusé. Et tu parles comme ça, faisant croire que tu parles en faveur de l'opposition. Non, hein, tu ne parles pas. C'est ceux qui ne te connaissent pas. Vous avez dit, Papa Grégoire, le rat, Miltrou, le crabe, Tchemen, Foumi Mania Sikola, il te connaît. On va pas rentrer dans ton jeu. Tu vois, tu as parlé du découpage électoral. Partagez le direct, les gars, partagez le direct. Tu as parlé du découpage électoral. Et quand tu as fait allusion au découpage électoral, tu es bloqué. Quand tu as fait allusion au découpage électoral, tu étais bloqué. Parce que tu as parlé de la démographie et tu as parlé des terres. Et puis tu étais bloqué, puis tu dis, bon, moi je ne connais pas ce qui se passe concernant mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne connais pas. Tu vois? Tu demandes déjà tes limites. Tu es en train de montrer déjà tes limites. Concernant le découpage électoral en Côte d'Ivoire, toi tu connais pas, tu ne sais rien. Donc ton rôle de président de parti politique là, c'est quoi? Un président de parti politique doit être au courant de tout et doit suivre tout de près. Tu devais encore rester dans les mamelles d'un aîné pour apprendre, au lieu de chercher à t'affranchir. Tu ne connais pas ce dossier-là. Concernant le découpage électoral, et puis tu es président de parti. Tu es assis à un débat et tu es en train de démontrer à la face du monde que tu ne maîtrises rien de ce qui est le véritable problème même concernant les élections en Côte d'Ivoire. Mais les élections sont liées au découpage électoral. Les élections sont liées au découpage électoral. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². La Côte d'Ivoire, c'est plus de 11 000 villages. Et quand la Côte d'Ivoire est 322 462 km² et que la Côte d'Ivoire compte 11 000 villages, ces villages sont regroupés en régions, en départements, si ça va ensemble, en cantons. Mais chaque village, il y a un chef. Chaque canton, il y a un chef. Quand il y a un chef dans un village, ça veut dire qu'un village qui regroupe 500 à 1000 ou 2000 âmes, 2000 personnes, ils sont propriétaires terriens. C'est eux appartiennent les terres à une certaine limite. Et les 322 462 km² sont partagés avec les 11 000 personnes, réparties en villages et cantons. Tu ne sais pas ça. Tu es un Ivoirien, tu es pété de Guibérois, tu es de Pacobré. À Pacobré, là, il y a des familles. Et chaque famille a sa forêt, a ses terres. Et dans une famille, il y a un chef. Et on connaît la limite, la portion de terre de chaque habitant du village. On connaît les limites. Moi, je suis allé au village, j'ai quand même une petite notion de ça. Je suis enfant de chef. Je fais partie d'une tribu de chefs.
Que ce soit dans mon village paternel, que ce soit dans mon village maternel, j'ai appris ça. Et j'ai compris cela. C'est ce que nous sommes en train de défendre. Ouattara vient de signer un décret pour dire que la terre ivoirienne, il y a des terres qui n'ont pas de propriétaires. Dramane Ouattara vient de signer un décret pour ça. Et il a publié le communiqué. Et aucune personne ne parle. Même les chefs et rois traditionnels. Personne ne parle. Parce que tous ceux-là sont corrompus. Mais pourtant, ce Gbagbo Laurent, ces chefs et rois traditionnels, nous disaient que la terre et les forêts ont des propriétaires. Comment se fait que ceux qui nous disaient ça, sous Gbagbo Laurent, aujourd'hui sont muets et ils sont en train d'observer un silence total qui est lié à la corruption, mais qui est lié à la faiblesse et qui est lié à l'incapacité de réagir. Il y a un problème très dangereux à l'horizon. Les Burkinabés ont envahi Bouna. Bouna, ça appartient au Kourango et au lobby. Je dis bien, la terre de Bouna, ça appartient au Kourango et ça appartient au lobby. Aujourd'hui, les Burkinabés ont envahi tout Bouna. Les Kourango eux-mêmes, ils se cherchent. Le roi des Kourango lui-même, il ne sait pas à quel sens se vouer. Les Burkinabés, non seulement ils ont envahi tout Bouna, mais les Peuls aussi ont envahi Bouna. Les Peuls. Les Peuls qui sont nomades. Moi, je suis né, je suis allé une fois à Bouna. Dans les années 90 là-bas. C'est en 2010 là que j'ai entendu parler de Peuls. Ça veut dire que ceux-là sont aussi des immigrés. On ne sait pas où ils sont quittés. Parce qu'ils sont en face d'un peuple qui est mort, qui ne réagit pas. Un peuple qui n'est pas violent. Et ils se sentent obligés d'envahir le territoire et de se servir. De récupérer des terres, de faire des plantations. De monter des briques pour des constructions. Et ils sont soutenus par la Dramane Ouattara, originaire du Burkina Faso. Et puis toi, tu es assis devant une télévision, toi qui as décidé de nous diriger demain. Parce que tu le répètes chaque jour, je serai président de la République. Bon, dans ta bouche, tu seras président, mais tu ne vas pas défendre la cause des Ivoiriens. Parce qu'en tant qu'opposant, tu n'arrives pas à défendre la cause des Ivoiriens. Et je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas et tu n'arrives pas à défendre la cause des Ivoiriens. Quand tu parles de pardon, d'ailleurs même, tu as commencé à faire ton one-man show. Oh, vraiment. Tu as commencé à faire ton one-man show concernant, je demande pardon au président Gbagbo, je demande pardon. C'est ton one-man show que tu as fait. Faisant semblant de pleurer, tout ça. Non, il ne faut pas nous distraire ici. Moi, je te connais. Il ne faut pas nous distraire. Ça ne prend plus. Hein. Voilà, ça ne prend pas. Tu dis, je demande pardon au président Laurent Gbagbo. Et puis, je suis devenu un apôtre de paix. J'ai décidé de ne pas aller compétir, de ne pas être candidat ou de ne pas engager mon parti, le COJEP, à une quelconque élection parce que je veux réunir les Ivoiriens, rassembler les Ivoiriens pour qu'il y ait une paix et qu'il y ait une fraternité dans le pays. Charles Blé Goudé, tu n'as pas reçu l'onction de qui que ce soit pour le faire. Et comme c'est de ta propre volonté, c'est une mission charnelle. Elle n'est pas spirituelle. Donc c'est d'abord un échec. C'est d'abord un échec. Tu dis que c'est de ta propre volonté que tu as engagé cette démarche. Non seulement, si c'est de ta propre volonté, c'est que c'est une mission charnelle, elle n'est pas spirituelle, donc cette mission est déjà un échec. Mais nous savons que c'est Alassane Dramane Ouattara qui t'envoie. Et c'est lui qui te demande de faire cette mission-là. Pour apaiser le cœur, afin qu'il arrive à dribbler tout le monde pour se maintenir au pouvoir. Et c'est dans ce schéma-là que Dramane Ouattara est. Maintenant, je vais t'expliquer le véritable sens du pardon. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Le mot pardon a en son sein deux mots. Il y a partie
et puis il y a donner. Donc, parti là, on a enlevé le TIR, on a pris le PAR, et puis on a ajouté à donner, pardonner. Donc, je pardonner quoi? Je pardonner une vérité. Quand je vais donner la vérité aux gens. Je vais donner la vérité au climat. Je vais donner la vérité aux circonstances. Je vais donner la vérité à mes proches, à mes ennemis, à mes amis et aux personnes que je ne connais pas. Dans cette vérité-là, doit découler la repentance. Donc, du pardon dégage deux autres mots. Vérité et puis repentance. Tu t'es repenti à quel moment? Tu as fait quoi pour demander pardon? Qu'est-ce que tu as fait de grave pour demander pardon? Si tu as fait quelque chose de grave, il faut dire la vérité. La vérité, c'est de nous dire quelle a été ta démarche en 2010, en 2011. Là, c'est là qu'il y a le problème même sérieux. Là où les gens ont su que tu as trahi le combat, tu as trahi les Ivoiriens, il y a eu beaucoup de morts. Il faut nous dire ce qui s'est passé en 2010, en 2011. Il faut nous dire sincèrement ce qui s'est passé. Où tu es passé, où tu es rentré, avec qui tu as échangé, avec qui tu as parlé, quelle était ton intention, qu'est-ce que tu envisageais. Il faut nous dire toute cette vérité-là. Il faut t'ouvrir. Et puis à partir de là, nous là, quand on saura réellement que tu as fauté, tu vas maintenant te repentir. C'est dans ta repentance là, tu vas dire, je vous demande pardon, je m'excuse, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme ça, on appelle ça la confession. Vérité et puis repentance là, les deux là, sont résumés dans la confession. Voilà le sens du mot pardon. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça, hein? Non seulement tu as commencé à nous narguer, depuis la haie, je dis bien depuis la haie, à ton hôtel, tu as commencé à nous narguer. Nous narguer comment? Tu recevais les gens à ton hôtel, tu te jouais le grand babacher, le grand leader, tu animais des interviews, tu animais des conférences. France 24 était à tes cheveux. TV5 était à tes côtés. RFI était à tes côtés. RTI était à tes côtés. NCI était à tes côtés. Paris Match était à tes côtés. Le Monde était à tes côtés. Tous les médias occidentaux là étaient à tes côtés. Afrique Média était à tes côtés. Tous les médias étaient à tes côtés. Ça démontre que tu étais en train de nous narguer. Deuxièmement, tu as fait beaucoup de bruit concernant ton passeport. Tu as menti sur le président Laurent Gbagbo en demandant à tes cyberactivistes de l'accuser. En l'accusant, tu allais encore le salir et le traîner dans la boue. Et tes cyberactivistes l'ont sali, jusqu'à pas fini. Un matin, tu viens nous dire qu'on t'a donné ton passeport. Un passeport là, il y a longtemps, on t'a donné. Hein? Mais tu étais dans un autre film. Tu ne vas pas changer. Tu vas pas changer. C'est ceux qui ne te connaissent pas là, qui pensent que toi, tu peux changer. Et puis quand on t'a donné passeport là, pour nous narguer même là, tu allais t'arrêter où il y a photo de Draman Ouattara. Tu as mis passeport là, devant toi. Et puis tu nous nargues. Grave encore. Tu dis que Gbagbo Laurent est ton père. Et quand Ouattara dit que, quand Gbagbo Laurent dit que Ouattara est son frère, ça veut dire que Ouattara est mon oncle. Tu nous nargues. Tu nous nargues. Tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu dis non, moi je suis arrivé, il est là. Je suis arrivé, il est là. Il est là de quoi? Il est là de la malonie, quoi. Il est là de la foutaise. Tu pisses les gens et puis tu dis il peut. Tu pisses.
Tu prends ta grosse batte là pour pisser sur les gens. Et puis tu dis non, il pleut. Les gars, il pleut. Vous ne voyez pas l'odeur du liquide. Vous ne voyez pas quand le liquide a... Tu commences à expliquer le sens du liquide. Tu as le foutage là. Puis tu prends le micro. Tu parles. Non, allez-y, soyez patients, soyez pacifiques. Il ne faudrait pas dire que moi, j'ai rassemblé les gens ici. Et puis il y a eu palabre, il y a eu bain de sang. Non, moi, je suis pour la paix, je suis pacifique. Tu appelles ta femme Solange. Et puis tu dis, non, moi, c'est ma mère, même femme là qui est là. Moi, je n'ai pas cherché. Tu nargues Gbagbo Laurent. Tu nargues Gbagbo Laurent. Et puis toi, plaisantais, tu t'assois hier là. Le vrai Gbagbo, il te demande pardon. Le vrai Gbagbo, il te demande pardon. Un fils, il demande pardon. Il ne se justifie pas. Tu te fous de qui même? Tu demandes pardon à qui? Il faut nous dire ce que tu as fait. Oh. Zadig Bapé Grégoire Laurent au mille trous. Tu es trop dangereux dans la ruse. Regardez, je vais t'aider un peu. Je vais t'aider. Parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas dire, tu ne veux pas cracher. Tu ne veux pas accoucher. Ce que tu as dans ton ventre, ce que tu as dans ta tête là, tu n'as pas envie de dire ça. Mais je vais t'aider à dire. En 2011, quand ça chauffait, après le mois de décembre, et quand on est arrivé au mois de janvier, tu étais ministre de la République. Laurent Gbagbo a fait de toi ministre. Donc une fois tu es ministre, tu as participé à 2 ou 3 conseils de ministres. Il y a des dossiers secrets que tu détiens, que tu as en ta possession. Tu as pris les dossiers secrets là, et puis tu les as donnés au camp Alassane Dramane Ouattara. Parce que tu les as donnés au camp Dramane Ouattara. Les détails, je les ai déjà dit quand tu as rencontré le gars de IB, tu as échangé avec plusieurs personnes dans l'autre camp, tu as donné les codes et les dossiers, les documents les documents secrets de la République de Côte d'Ivoire dirigés par le président Laurent Gbagbo. Tu vois? C'est quand tu as fini de donner les documents secrets, quand tu as fini de les donner, c'est comme ça que tu as trouvé et tu as cherché maintenant ton plan. Comment tu allais faire pour quitter le pays. Et puis tu as quitté le pays. Simone Yves, elle a fait la même chose. Simone Yves, elle a fait la même chose. Elle était à la résidence du président. Elle était à la résidence avec Gbagbo Laurent, son époux. Elle était avec lui là-bas. Et puis elle a fait partie des documents top secrets au Golfe par des gens qu'elle envoyait là-bas. Sans que le président Laurent Gbagbo ne sache. Moi, je ne suis pas en train de raconter les bêtises. Hein. C'est que je suis en train de dire, eux-mêmes, ils n'ont qu'à sortir pour venir démentir ça. Je dis Simone Yves, elle était à la résidence, a bombardé la résidence dans le mois de février, mars. Les documents top secrets qu'on a donnés à Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo lui a remis ces documents top secrets. Elle a pris ces documents, elle a fait envoyer ça au Golfe. Ça s'est retrouvé dans la main de Dramane Ouattara et puis dans la main des Français. On me demandera ce que c'est que ces documents dont tu parles. Asseyez-vous très bien. Asseyez-vous très bien et partagez ce direct au maximum. Asseyez-vous très bien. Il faut enregistrer le direct même si tu veux, la vidéo. Asseyez-vous très bien. Un moment, quand nous étions au pays, dans le mois de mars, je me rappelle très bien, surtout dans le début du mois de mars, Blé Goudé n'avait pas encore quitté le pays. Oui, il était encore au pays. Et les Ivoiriens étaient tellement
tellement mouvementé que le pays était chaud. Dans le mois de mars, à partir du 1er jusqu'au 15 mars, le pays était mouvementé, le pays était chaud. Et nous, on a appris. Il y a une rumeur qui a commencé par circuler dans tout Abidjan. Que disait la rumeur? Que disait la rumeur? Qu'est-ce que la rumeur nous disait? La rumeur nous disait que les Russes allaient venir pour nous soutenir dans le combat. Et que les Russes allaient descendre pour nous soutenir avec des moyens logistiques, des moyens militaires. Ils allaient venir apporter leur soutien à l'armée de Côte d'Ivoire voulue par le président Laurent Gbagbo. Effectivement, la rumeur n'était pas fausse, parce que moi j'ai fait une formation sur la rumeur. La rumeur n'était pas fausse. Les Russes, effectivement, ont fait venir un document qui est passé par la Guinée-Conakry. Et ce document-là, passé par la Guinée-Conakry, est arrivé à la résidence du président Laurent Gbagbo. Et dans ce document, les Russes ont tout exposé, ils ont tout expliqué, dans tous les détails concernant tout ce qu'il faut pour que le président Laurent Gbagbo donne son accord, afin que eux là, les Russes, eux, ils viennent nous épauler. Quand le président a fini de lire le document, quand il a fini de vérifier tous les documents, à l'interne comme à l'externe, il a réfléchi avec tous ses gars. Il fallait seulement que le président Laurent Gbagbo signe le document pour que la Russie lève le ton et la Russie engage une bataille, cette bataille-là avec l'armée ivoirienne. Mais quand le président Laurent Gbagbo a réfléchi, il s'est rendu compte que 90% de ses officiers étaient déjà mouillés, avaient déjà vendu le combat et que ça en était déjà terminé. Parce qu'on gagne une guerre avec des officiers fidèles et solidaires, mais des officiers courageux. On ne gagne pas avec une guerre, avec des officiers qui sont en fuite, qui ont disparu et qui ont vendu tout ce qui est renseignement à l'adversaire. On ne gagne pas une guerre où le chef d'état-major est déjà en fuite dans une ambassade. On ne gagne pas une guerre comme ça. Donc, quand le président il a vu tout ce bruit-là, il a dit que lui, il ne peut pas signer parce qu'il est déjà trop tard. Et que si ce document-là était arrivé depuis longtemps, lui, il allait signer, ça allait renforcer les positions. Mais s'il signe ce document, ça va encore aggraver des morts, ça va entraîner beaucoup de morts. Parce que les Russes, quand ils arrivent, ils balaient tout sur leur passage. Là où il y a des rebelles et des positions rebelles, ils sont capables de tout raser. Ennemis comme amis, ennemis comme alliés, ils sont capables de tout raser. Et le président Laurent Gbagbo, il a vraiment réfléchi. Il dit non, je ne pourrai pas signer le document, mais Simon, prends le document, il faut garder ça en lieu sûr. Si jamais ce combat-là nous est favorable, après notre victoire, on va signer le document. Donc, on va prier pour que ceux qui ont encore la force de continuer ce combat et de mener ce combat puissent tenir jusqu'à la fin. Donc, le président a remis le document à Simon. Quand le président a remis le document à Simon, les bombardements se sont aggravés. Les bombardements à la résidence se sont aggravés. Et puis, malheureusement, le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Simon aussi arrêté. Les deux humiliés. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand le président Laurent Gbagbo était à la Cour pénale internationale, c'est ce document-là que Fatou Bensouda avait en sa possession. Et c'est ce document-là que Fatou Bensouda a utilisé contre le président Laurent Gbagbo. Pour dire que le président Laurent Gbagbo a bel et bien tué des innocentes personnes et a massacré les Ivoiriens
parce qu'il a eu le soutien logistique de la Russie. Voici le document qui prouve qu'il a eu le soutien de la Russie. Et comme la Russie, en matière de marché noir dans les armes, la Russie, elle est très forte dedans. Donc, sans doute que le président a acheté des armes sur le marché noir pour massacrer les Ivoiriens. Voici une preuve. Souvent, quand il y a des procès à la Cour pénale internationale, les gens coupent pour un huis clos. Souvent, plusieurs fois, ils coupent pour un huis clos. Et c'est ce document-là, ils ont présenté à Alcide Djedje. Bon, ils ont présenté à Maître Altit, pardon, Alcide Djedje le traite. Je brise ça au nom de Jésus. Ils ont présenté ça à Maître Altit. Donc, Maître Altit est surpris qu'il y a un document qui est en leur possession, qui est capable d'enfoncer son client. Et donc, les gars, la procureure et son équipe ont commencé par multiplier leurs menaces ou leur exposé sur ce document contre le président Gbagbo. Voilà ce qui est écrit dans le document. Voilà ce qui est dit dans le document. Voilà ce qui est fait dans le document. Voilà, les preuves sont là. Il a bel et bien reçu des armes pour massacrer les Ivoiriens. Voilà, voilà. Ils sont statués sur le document dans le but d'anéantir Gbagbo Laurent et le faire condamner. Donc, Maître Altit dit, ok, comme moi je n'ai pas connaissance du document, donnez-moi le document, je vais prendre connaissance du document et puis je vais vous revenir. C'est comme ça que Maître Altit, quand il s'est rencontré, quand il s'est pris, quand il s'est mis comment on appelle, en secret avec son client qui est le président Laurent Gbagbo, ils ont commencé par débattre sur le document. Donc, Maître Altit dit, ok, voilà un document qu'on est en train d'utiliser pour t'accabler. Voilà un document qu'on est en train d'utiliser contre toi pour t'enfoncer. Qu'est-ce que tu penses du document? Il dit, mais regarde le document. Est-ce qu'il y a ma signature dessus? Maître Altit a regardé le document de fond en comble. Il n'a pas vu une petite signature, une quelconque signature. Même si c'est une signature inventée, Maître Altit n'a pas vu ça. Non seulement il n'a pas trouvé, il n'a pas vu de signature du président Gbagbo Laurent, mais il n'a pas vu aussi une quelconque signature. Donc Maître Altit maintenant va demander au président Laurent Gbagbo, est-ce que tu connais vraiment le document? Le président Laurent Gbagbo va répondre pour dire, je connais très bien le document. Mais comme je n'ai pas signé le document, ça ne peut pas m'engager. Et puis le président maintenant va expliquer à Maître Altit ce qui s'est passé. Il dit, j'ai remis le document à Simone et Yves, celle qui est censée être mon épouse et celle qui est censée me protéger. Je ne sais pas comment ce document se retrouve dans les mains de mes ennemis. Donc, c'est comme ça que le président, là c'est un ancien président, il a ses réseaux pour mener ses enquêtes. Maître Altit aussi qui est avocat à ses réseaux. Quand ils ont mené leurs enquêtes, c'est la suite qui a démontré qu'effectivement, c'est Simon elle-même de façon volontaire, elle a remis le document à l'ennemi et à l'adversaire. Qu'est-ce qu'elle avait derrière la tête? C'est elle-même qui est à la base de la chute du président Gbagbo Laurent. Blé Goudé a soutenu ça. Afi est dedans. Alcide Djedje est dedans. Après enquête, quand tout est fini là, le président maintenant a fait sortir. Il a dit à Maître Altit, j'ai plus de 2000 preuves contre Alassane Dramane Ouattara. Mais je vais donner 400 preuves et tu vas aller débattre de ces 400 preuves là où tu veux et là où tu souhaites débattre de ça. Maître Altit sait que c'est le réseau français et ce sont les Français qui insistent pour la condamnation du président Laurent Gbagbo. Maître Altit sait que ce n'est pas Dramane Ouattara, ce sont les Français. Donc, Maître Altit prend les 400 preuves qu'il a données. Il a donné un peu seulement ces 400 preuves.
des documents, des vidéos à l'appui qui câblent Alassane Draman Ouattara. Ce sont ces preuves 400 que Maître Atit prend et puis il va en France et il va rencontrer les autorités françaises et il leur dit mais le monsieur là, il a des preuves accablantes sur la France et sur nous. Si nous continuons, la France risque d'être noyée dans ce débat. Parce que le document dont vous êtes en train de parler ne peut pas l'accabler parce qu'il n'a pas signé le document. Il a été approché par la Russie, certes, mais il n'a pas signé le document. Ça veut dire qu'il n'a pas donné son approbation. Donc on ne peut pas le condamner pour ça. Mais lui, il a des preuves capables de nous condamner. Condamner la France, mais condamner celui que vous avez envoyé qu'on appelle Alassane Draman Ouattara. Voilà pourquoi la Cour pénale internationale a demandé science tenante à Simone Yves d'être à la Cour pénale internationale. Vous voyez que la CPI a réclamé Simone Yves, c'est ça. C'est l'un des vrais problèmes même qu'il y a. Tu vois? Et les gens étaient obligés de libérer le président Laurent Gbagbo. Quand Macron est venu là, on lui a fait part de ça, on lui a même expliqué, on lui a donné même quelques 2 ou 3 preuves. On ne lui a pas tout donné. Lui-même, il a attrapé sa tête. Eux-mêmes, ils étaient obligés de dire, ils n'ont qu'à libérer le monsieur. Voilà comment ils ont libéré le président Laurent Gbagbo. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, bon, comme on m'a libéré, il est mieux de surseoir à la convocation de Simon, puisque elle était sous ma coupole. Voilà comment la CPI a surseoir à cela. Mais quand on dit à Draman Ouattara qu'on va envoyer Simon, là, pourquoi Draman Ouattara crie? Pourquoi il dit on n'enverra plus jamais un Ivoirien à la CPI? Il ment. Parce qu'il sait que si on est au courant du trajet que le document a pris pour que ça arrive à lui, là, lui-même il est mouillé dans le film. Simon est mouillé dans le film. Voilà pourquoi Draman Ouattara s'oppose à ce qu'on envoie Simon à la CPI. Elle-même, elle ne veut pas voyager, elle ne veut pas sortir du pays. C'est tout ça là qui l'effraie. Elle s'est dit d'un moment à l'autre, on peut l'enlever pour la déposer là-bas. Donc, Blé Goûté, il n'a qu'à nous dire ce qu'il a fait. Voilà. Parce que c'est levé matin pour dire oui, je demande pardon. Non. Tu as déjà cassé le canari. Le bandit est versé. Le bandit, c'est versé. On ne peut plus ramasser. Voilà. Donc, il faut expliquer comment tu as marché et puis le canari est cassé. C'est ça qu'il faut expliquer. Quand tu vas expliquer, là, c'est maintenant à nous qui t'avons entendu. Là. Si on dit que, bon, pardon, on laisse tomber, là, on va laisser tomber. Mais tu ne nous as pas encore expliqué. Et tu dis que non, ils ont volé le bandit. Que quand je suis venu, je n'ai plus trouvé le canari. Oh, c'est toi qui as cassé le canari. Et tu penses que c'est toi celui qui s'est fait proverbe. C'est toi qui as cassé le canari, tu as ramassé les brides là. Tu as nettoyé la partie là, tu allais jeter le canari quelque part ailleurs. Et puis tu viens rapporter pour dire non, le canari a disparu, quelqu'un a volé ça. Qui va avaler ça? Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Donc ton pardon sert à quoi? Il n'est plus au pouvoir, ton pardon sert à quoi? Maintenant, je vais m'arrêter parce que je n'ai pas envie de rendre le direct très long. Voilà, je vais dire, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce que tu as dit hier, mais je vais essayer de stopper un peu pour ne pas rallonger le direct. Quand tu dis que Gbagbo Laurent est ton père et que tu es la seule personne qui parle de politique au lieu de parler des élections présidentielles, parce que tout parti politique est appelé à compétir. Est-ce que tu as lu les livres du président Laurent Gbagbo?
Laurent Gbagbo a fait un ouvrage qu'on a appelé Agir pour les libertés. Et l'ouvrage est sorti en octobre 1991. Je vais te lire un peu ce qu'il a dit dans l'ouvrage. J'ai mon téléphone là qui me fatigue. Voilà. Je vais te lire un peu. Charles Blé Goudé, je vais te lire un peu. Ce qu'il a dit dans l'ouvrage. L'ouvrage là, c'est-à-dire le livre, c'est sorti à l'Harmattan, à l'édition Harmattan. À l'édition Harmattan. L'édition Harmattan, je crois que ça se trouve en France. N'est-ce pas? Voilà. Si je me trompe, dites-moi. Parce que quand quelqu'un est ton papa, tu dois quand même pouvoir expliquer la valeur de ton père. La valeur de ton papa, il faut exposer ça. Pour que ceux qui t'écoutent puissent apprécier la valeur de ton père. Toi, tu finis de salir le monsieur. Tu finis de te jouer les rivales. Ou tu finis de te jouer les concurrenciers du monsieur. Tu vas maintenant parler de... Gbagbo Laurent n'est pas ton papa. Toi, tu es un mercenaire. Tu vois? Voilà ce que le président Laurent Gbagbo a dit dans l'extrait du livre qu'on appelle Agir pour les libertés. Et le livre là a été fabriqué, a été distribué en octobre 1991. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo était à l'opposition. Et le multipartisme n'était pas... Le multipartisme venait fraîchement d'être reconnu. Tu vois. Et voilà ce que j'ai pris un extrait. Hein. Voilà, parce que moi, c'est mon père. Donc, tout ce qui le concerne, je mène mes enquêtes, je fais mes recherches, et puis je parle. Donc, c'est une preuve qui démontre que c'est mon père. Moi, c'est mon papa vraiment. Voilà, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Laurent Gbagbo dit, dans cet extrait que j'ai pris du livre, il dit, nous voulons construire un État stable. Quand il dit nous, il parle de lui et ses compagnons du Front populaire ivoirien. En même temps, il parle aussi des Ivoiriens qui soutiennent sa cause et qui sont d'accord avec lui. Il dit, nous voulons construire un État stable. Il y a stabilité lorsqu'un État est capable. Les règles du jeu ayant été préalable définies, de régénérer ces institutions sans courir le risque de disparaître. Il y a stabilité lorsque des hommes peuvent perdre le pouvoir sans être tués. Il y a stabilité lorsque des hommes peuvent perdre le pouvoir sans tuer. Il y a stabilité lorsque des hommes peuvent perdre le pouvoir sans tuer. Il parlait d'Oufo-Boigny. Mais au-delà d'Oufo-Boigny, il parlait des tyrans et des dictateurs africains qui ne partageaient pas le pouvoir. Il y avait Mobutu Sese Seko du Zaïre. Il y avait Sékou Touré de la Guinée-Conakry. Et puis, etc. Il y avait d'autres présidents, il y avait d'autres dictateurs. Je continue pour dire. Il dit, je reprends parce que il y a stabilité lorsque des hommes peuvent perdre le pouvoir sans être tués et lorsque d'autres hommes peuvent accéder au pouvoir sans tuer. C'est-à-dire, lui, Gbagbo Laurent, il est opposant. Si demain il veut être président, il n'est pas obligé de tuer des gens pour être président. Celui qui est au pouvoir n'est pas obligé aussi de tuer des gens pour se maintenir au pouvoir. Voilà ce qu'il veut dire. Ça veut dire que lui-même, il avait en lui les germes
de la paix. Il avait en lui les germes de la démocratie. Donc tu n'as rien inventé. Tu n'as rien inventé. Je continue encore. Il dit, il y a stabilité lorsque des hommes peuvent perdre le pouvoir sans être tués et lorsque d'autres hommes peuvent accéder au pouvoir sans tuer, a écrit Laurent Gbagbo. L'apport du régime de démocratie pluraliste, c'est en principe l'instauration du débat entre plusieurs projets de gestion nationale, ainsi que l'alternance politique en principe. Dans la stabilité grâce aux élections, c'est la possibilité d'organiser les modalités de contrôle du pouvoir en place et également les contre-pouvoirs de la société civile. C'est incontestablement un progrès sur le régime de parti unique qui a sévi depuis si longtemps, tant dans les pays de l'Est et assimilé qu'en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plusieurs partis existent officiellement en Côte d'Ivoire et ce simple fait est en lui une révolution. Le combat est-il achevé? C'est une question qui se pose. Le combat est-il achevé? Bien sûr que non. Le combat n'est pas achevé. Nous n'avons conquis que le multipartisme. Il reste à conquérir la démocratie, le pouvoir d'État et à démontrer nos capacités à gérer le pays du chemin que nous nous sommes assignés. Il dit, le multipartisme est-il déjà une victoire? Il dit non, ce n'est pas encore une victoire. C'est un commencement. Il reste la démocratie, il reste la prise de pouvoir et il reste maintenant la gestion du pouvoir. Vous voyez que l'homme est un visionnaire, Gbagbo Laurent. Il est constant, il est cohérent dans ce qu'il a dit hier. Ça, il est toujours dans l'actualité. Il s'est battu pour le multipartisme, il a eu gain de cause. Est-ce que toi, Blé Goudé, tu t'es battu pour le multipartisme? C'est son combat du multipartisme, c'est ce qui t'a permis de créer parti politique aujourd'hui. Donc, il ne faut pas dire que ce que tu fais, personne n'a fait, il ne faut pas mentir ici. Il a dit, après le multipartisme, ce que nous devons gagner, ça doit être la démocratie. Mais la démocratie, c'est de permettre aux populations de se choisir celui qui va les diriger. Et celui qui doit les diriger, hein, quand il est installé, il prête serment, on le laisse gouverner. Mais avant d'aller aux élections et avant d'aller dans les urnes, il y a des règles du jeu qu'on se donne. C'est Gbagbo Laurent qui s'est battu pour qu'il y ait une commission électorale indépendante. Pour ne pas que la gestion électorale soit gérée par le ministère de l'Intérieur. Lui, il a été président. Il n'a jamais voulu que le ministère de l'Intérieur dirige l'élection de 2010. Ensuite, la CEI, Gbagbo Laurent s'est battu pour qu'il y ait un conseil constitutionnel. Et ensuite, la Cour suprême et qu'on respecte les procédures. C'est-à-dire, quand on a mis le code électoral en place, il faut que ceux qui compétissent apprécient et acceptent. Le recomptage des voix, ça fait partie de la démarche démocratique. Gbagbo Laurent était en avance. Ça, c'est le livre qu'on appelle « Agir pour les libertés ». Je dis bien, ce livre a été créé par Gbagbo Laurent en 1991, en octobre. Gbagbo Laurent a fait plusieurs ouvrages. Il y a encore le dernier ouvrage qu'il a eu à faire avant son arrestation, qu'on a appelé « Bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité ». Est-ce que toi, Blé Goudé, tu as lu ça? Sinon, c'était dans tes narines. Ça circulait dans tes narines.
Parce que moi, on m'a donné ce livre-là au district d'Abidjan, au plateau, lors d'une cérémonie. J'ai eu ce livre-là. Dans ma fuite là, je ne sais pas où on a jeté tout ça. Bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité. Gbagbo Laurent, il a en lui les germes de la démocratie, mais on ne peut pas parler de démocratie si on n'engage pas un débat de paix. Il faut être d'abord un porteur de paix pour parler de démocratie. C'est pour ça que quand le président Laurent Gbagbo a accédé au pouvoir d'État, il a organisé le forum de réconciliation nationale pour amener tout le monde à se vider, à s'exprimer. Ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, le véritable problème qui entraînait des guerres et des conflits, des cruautés, des tueries en Côte d'Ivoire, c'était la candidature d'Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas ivoirien, mais qui veut forcément être candidat, qui veut forcément être président. Donc Laurent Gbagbo dit, moi je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Et je ne sais pas pourquoi on ne doit pas faire de lui candidat. Mais avant que Laurent Gbagbo ne prenne l'article 48, il a appelé toute la jeunesse, toutes les femmes, les adultes, les partis politiques, il les a appelés pour leur demander leur avis au palais présidentiel. Parce qu'on ne pouvait pas organiser un référendum, puisque le pays n'était pas aussi stable que ça. Ça risquait de mettre de l'huile sur le feu. Donc il fallait demander à la jeunesse qui était mobilisée derrière lui, aux femmes mobilisées derrière lui, il fallait demander à tous cela. Et puis toi, Blé Boudé, là, on t'a invité au palais présidentiel pour que tu puisses parler. Tu n'as pas parlé ce jour-là. Tous tes camarades ont dit, ils sont d'accord. Si Laurent Gbagbo dit, on n'a qu'à donner de la chance à la démocratie, tous les jeunes dieux, là, ils ont pris la parole. Et ils ont dit, ils sont d'accord parce que le président Laurent Gbagbo est d'accord. Toi, Blé Boudé, tu n'as pas voulu parler parce que tu étais en train de murmurer. Tu étais en train de bouder. Tu ne voulais pas entendre parler de Ouattara. Tu ne voulais pas qu'on parle de Ouattara. Parce que pour toi, si on parle de Ouattara comme candidat, c'était pas bon. Mais toi, tu ne disais pas ça parce que toi, tu aimais Gbagbo Laurent. Tu disais ça parce que tu savais que le président Laurent Gbagbo allait le faire. Donc, il fallait contrarier Gbagbo Laurent. C'est toi aujourd'hui qui dis Ouattara est ton oncle. C'est-à-dire que toi, en toi, il y a trop de ruse et puis il y a trop d'hypocrisie. Tu n'as jamais aimé quelqu'un. Oui, c'est pour ça qu'on t'appelle Tchemé, Foumi Magnan chocolatier. Tu ne manges pas, je ne mange pas. C'est ton nom, ça. Et c'est comme ça que tu es. En toi reflète l'ingratitude. Tu n'as jamais aimé quelqu'un. C'est ton gain là qui t'intéresse. Et puis le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48. L'article 48 pour signer un décret et faire d'Alassane Draman Ouattara un candidat. Ça, c'est un symbole de paix. C'est plus que tout ce bavardage que toi, Blé Boudé, tu fais. Il ne faut pas dire qu'aucun homme politique n'a posé un acte de paix. Non. Ce que Gbagbo Laurent a fait est plus dangereux même pour la paix que quoi que ce soit. Et Laurent Gbagbo, il a écrit « Bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité ». Il dit le passé, c'est lorsque nous étions sur le parti unique avec son ordre. Le président Laurent Gbagbo dit dans le livre, bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité. Il dit dans ce livre-là, il a dit, il y a un extrait dedans où il dit que nous sommes dans le passé où il y avait un parti unique avec son ordre. Il parle du système. Il dit on a dépassé ce stade-là. On est maintenant à la pluralité des partis politiques. Ça veut dire qu'on a avancé. Mais on fait croire que lorsqu'on était sur le parti unique, il y avait la paix. Ce n'était pas vrai. Il n'y avait pas la paix. Il y avait toujours la violence. Lorsqu'on était sous parti unique. Biaka Bouda est mort. Karagbe Nyagbe est mort avec 6000 personnes. Il y a eu la guerre du Saint-Louis. Il y a eu les tueries un peu partout. Donc, ce n'est pas une paix. Le multipartisme est arrivé. Les Africains n'ont jamais compris cette vision de démocratie et du multipartisme. Parce que la majorité des Africains sont souvent manipulés par l'extérieur. Et donc, ça dépendra de notre courage et de notre détermination pour imposer la démocratie.
Gbagbo Laurent l'a dit dans son livre, bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité. On ne peut pas parler de paix si on n'a pas soi-même posé des pas pour la paix. On ne peut pas parler de paix si on n'a pas soi-même exprimé sincèrement sa démarche et sa vision qu'on incarne. Laurent Gbagbo a tout fait pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a tout fait pour la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est ce dernier-là que Draman Ouattara a trouvé bon d'exclure des élections de 2025. Et toi, tu as venu t'asseoir devant la télévision pour dire oui, je respecte le droit à parler, moi je respecte, mais on n'a qu'à trouver une solution politique. Vous parlez de qui même? Vous parlez d'un Ivoirien, de père et de mère, eux-mêmes, Ivoiriens de terre, c'est de lui vous parlez. Vous parlez de quelqu'un qui a été président de la République, déjà. Vous parlez de quelqu'un qui, par son décret, a fait profiter et a fait manger plusieurs personnes. Il a donné de la crédibilité à toutes plusieurs personnes. Arrêtez ça. Cette injustice-là, elle ne va pas continuer. Et elle ne va pas durer. Je vous demande de revoir votre copie. Non, 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 il ne faut pas venir mentir. Les documents n'ont pas été récupérés par les Français au moment où ils sont venus. Quand on te donne les informations, tu as venu fabriquer. Simone elle-même, ses parents à Bourré l'ont appelé. Face à cette histoire de documents, si tu veux que je te donne les détails, il ne faut pas inventer. Moi, j'ai des détails. Voilà, donc ne me poussez pas, ne m'obligez pas à donner les détails. Ses parents à Bourré l'ont appelé. À Grand Bassam. Et puis elle a avoué. Voilà pourquoi ses parents ne parlent pas. Vous qui faites du bruit, vous voyez les abourés faire du bruit. Les femmes qui bavardent là, sur les réseaux sociaux, sont les femmes bêtées. Vous n'allez pas voir les femmes abourées faire du bruit. Parce qu'elles savent. Et les abourés savent le problème. Arrêtez de raconter les bêtises là. Elle a trahi le combat, elle a trahi Gbagbo Laurent, elle a trahi toute la Côte d'Ivoire. Et puis c'est elle qui va se mettre devant. Ouais, moi j'ai un parti politique, j'ai une ambition, je porte. Tu portes quelle vision? Vision de traîtrise, ouais. Et ils sont les mêmes choses, hein. Blé Goudé, c'est la comédie. Afin Guessa lui-même, lui, c'est vendu même, Mika Yabares. Chers camarades, voici ce qu'il faut retenir. Soutenons Gbagbo Laurent. Ceux qui veulent connaître Gbagbo Laurent, ils n'ont qu'à acheter le livre « Agir pour les libertés » et bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité. Le livre, c'est sorti au CEDA en 2010. Ça a été vendu en Côte d'Ivoire et puis c'est sorti à l'édition Harmattan en 2012. Pendant que le président était en prison, le livre est sorti. Ça veut dire que les Français ont lu ce qui est dans le livre. Voilà, c'est une mauvaise foi. Ils ont peur du monsieur. Ils savent que le monsieur est un génie politique, est un laboratoire politique et que sa démarche, là, ce n'est pas agressif, mais sa démarche, elle est profitable pour les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, dans sa gestion étatique, sa démarche dans sa gestion étatique profite aux Ivoiriens et non à l'Occident. Voilà ce qui les emmerde et ils ne supportent pas le monsieur. Sinon lui, il ne prend pas le micro pour dire « Attaquons les Français » ou « On n'a qu'à attaquer les Français, on n'a qu'à s'apprendre aux Français ». Non, Gbagbo Laurent ne fait pas comme ça. Le monsieur, il est trop fort. Il a une stratégie politique que personne ne peut faire. Personne en Côte d'Ivoire ne peut faire. Ce n'est pas un gueulard, ce n'est pas un bavard. C'est un stratège. C'est un génie politique. C'est-à-dire qu'il a les pas scientifiques pour coucher l'ennemi. Je vous assure que Ouattara, il va apprécier ce qu'il est en train de faire. Il va apprécier. Regardons le film, il va apprécier. Il n'a encore rien vu. Est-ce qu'il connaît Gbagbo Laurent? Il va apprécier. Soyons mobilisés, chers camarades. Dieu nous a permis d'avoir Gbagbo Laurent et soyons fiers et soyons heureux. Continuons de le soutenir jusqu'à ce que la victoire soit de notre côté. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Je vous remercie. C'était Biko de la Bikaï.